Alors, bienvenue à tous. Donc, je rappelle à toutes les personnes qui viennent d'arriver, parce que du coup, ils n'ont peut-être pas tous entendu. Vous allez avoir le petit module questions. Vous allez pouvoir poser toutes nos questions. On vous répondra tout au long du webinaire. Et puis, moi, je suis avec mes super intervenants pour qu'on parle d'un sujet quand même assez important pour la création d'une entreprise et même après. Mais là, du coup, on est quand même ciblé sur les créateurs. Donc, comment faire un prévisionnel en béton? Donc, merci de tous être là. Et du coup, avant de commencer, je vais vous faire juste une rapide présentation de Rivalis. Pour que vous sachiez un petit peu qui nous sommes quand même. Alors même si c'est pas le sujet principal, mais je vais vous présenter succinctement Rivalis. Alors, Rivalis, c'est le premier réseau d'accompagnement des dirigeants en France. On existe depuis 27 ans et on a 730 conseillers en France et dans les dom-toms. Donc, vous allez avoir un conseiller à moins d'une heure de chez vous partout en France. Donc, vous allez pouvoir être accompagné par un conseiller qui est proche de chez vous, à proximité, et qui va pouvoir être disponible assez vite pour vous. On est 87 395 entrepreneurs utilisateurs de tous nos services. On a fait quelque chose de très global. Donc voilà, on a 87 000 utilisateurs. Et puis, notre feuille de route, c'est un petit peu le BSP. Alors, le BSP, c'est quoi? C'est le bon sens paysan. Donc, en fait, ça veut dire apporter une réponse concrète, simple, opérationnelle à un problème. Donc, vraiment, on va aller à l'essentiel. On va pas, on va donner une solution vraiment complète et la plus opérationnelle possible pour que nos dirigeants puissent vraiment évoluer et développer son entreprise au plus simple. Alors, on a un but, c'est la sérénité du patron, parce que c'est vrai qu'on pense beaucoup à entreprise, salariés, etc. Mais c'est vrai que nous, notre but à nous, c'est la sérénité et l'accompagnement du dirigeant pour que le dirigeant soit heureux. Et c'est surtout l'humain qu'on prime en premier chez Rivalis. Donc, on a 93% de satisfaction client. C'est un chiffre que l'on mesure régulièrement. Et en parlant du coup de chiffres, nous avons, pardon, je suis allée trop vite, nous avons deux chiffres très importants pour nous, que ceux-là aussi, on les mesure très régulièrement aussi, et donc on peut dire que sur le terrain, on a 71% de sérénité en plus chez le dirigeant d'entreprise et 40% de résultats en plus. On parle de résultats là, donc du coup, que du bénéfice, pas de chiffre d'affaires. Donc voilà, après cette petite présentation de Rivalis, on va passer sur la présentation de nos super intervenants qui... Oula, c'est flou, je suis désolée. Je viens de m'en rendre compte. Alors, on aura Gérard Simonin et Caroline Ballardel. Donc, je vais les laisser se présenter. On va commencer par Caroline. Bonjour, Caroline. Allez, les femmes d'abord. Bonjour à tous. Merci d'être là ce soir. Je m'appelle Caroline Ballardel. Je suis conseillère Rivalis en Île-de-France et je suis également spécialiste de la création d'entreprises depuis une quinzaine d'années. Pour vous dire, je suis professeure associée dans des écoles de commerce et ingénieurs, où je suis aussi mentor dans des incubateurs parisiens pour aider là cette fois-ci des jeunes, des étudiants, créateurs d'entreprises, mais étudiants tout de même, et puis coach privé pour les créateurs, pour ceux qui ont envie de mener à bien leur projet entrepreneurial. Voilà. Parfait, merci beaucoup. Et Gérard? Alors moi, bonjour tout le monde également. Donc moi, Gérard Simonin, je suis conseiller Rivalis depuis 14 ans, donc sur le département de la Haute-Saône, donc dans la région est de la France. En plus, j'ai en charge la responsabilité de la région avec 80 conseillers qui sont mes collègues et avec lesquels on travaille de manière régulière. J'étais auparavant comptable, j'ai eu un parcours de comptable depuis l'âge de 17 ans et j'ai travaillé 23 ans en cabinet comptable et j'ai accompagné plusieurs entreprises, mais j'avais en charge de manière régulière à peu près 80 dossiers. Donc des dossiers de création, bien entendu, j'en ai fait. Voilà.
Et j'ai aussi une autre casquette maintenant, une casquette de retraité, mais comme le métier de conseiller rivaliste est tellement beau, ben, je continue à travailler. Voilà. Bon, ben parfait. Bon, en tout cas, comme vous l'avez compris, hein, vous êtes entre de bonnes mains pour la création d'entreprise. Donc, on va pouvoir commencer notre webinaire et rentrer dans le vif du sujet. Alors, donc, comment faire un prévisionnel béton? Et c'est parti. Alors, Caroline, je te laisse la parole. Alors, à moi. Eh bien, on fait ça concocter, Gérard et moi, un petit sommaire très rapide. C'est-à-dire que pour faire un prévisionnel béton, selon nous, il faut d'abord analyser le marché, faire un focus particulier sur la concurrence, soigner sa communication et on terminera par le business plan dans lequel on retrouvera donc la partie financière. Voilà. Alors, pour parler de l'analyse du marché, à ce stade, on est à un stade où le créateur démarre son aventure, il a une idée et pour valider la faisabilité de cette idée, de ce projet entrepreneurial, on va procéder à une analyse du marché ou des marchés. Pourquoi des marchés? Parce que on peut être appelé à exercer sur plusieurs marchés. Exemple, nous, conseillers Rivalis, on pourrait étudier, quand on se lance en tant que conseiller Rivalis, le marché du coaching, de l'accompagnement, mais également le marché de notre cible, notre clientèle cible, qui sont les TPE et PME. Voilà pourquoi je parle des marchés. Alors, pour ce faire, on utilise différentes méthodes d'analyse, on fait des statistiques, on fait des interviews, des sondages. Il s'agit à ce stade-là de mesurer, d'analyser, de comprendre les besoins des clients sur une zone géographique donnée. Voilà. Après, forcément, une fois qu'on a analysé de manière méthodique ce marché, on va en faire ressortir forcément un potentiel avec un objectif, le client, parce que je vous rappelle qu'il n'y a pas d'entreprise, on a beau avoir une super idée, si on n'a pas de client, ça ne va pas le faire. Donc forcément, on va cibler des clients et là, on va peut-être même parler de segmentation de clientèle parce qu'on ne va pas partir forcément sur tous les clients potentiels, mais peut-être se polariser sur une couche ou deux de clients, auquel cas on parlera de segmentation de clientèle. Et puis forcément, par rapport à ce ou cette segmentation de clientèle, les différents groupes de clients, on va développer une stratégie. Alors, afin d'atteindre ces types de clients. On parlera de stratégie commerciale et on va voir comment on va développer l'approche commerciale, mais aussi stratégie de communication. Et donc, à ce stade-là, on pourra dire que le projet, il est finalisé. On n'est plus dans l'idée, on est vraiment dans un projet finalisé qu'il faudra bien évidemment valider derrière par une analyse beaucoup plus fine et financière surtout. Alors moi, pour exemple, je le dis toujours, je le vois par exemple dans mes différentes missions d'accompagnement, beaucoup de chefs d'entreprise qui me disent « non, moi, l'étude de marché, j'en ai pas besoin, j'ai une super idée et forcément, ça va le faire. » Oui, mais moi, je vois beaucoup d'échecs. Vraiment, si on ne part pas dans l'idée qu'on ne fait pas du business tout seul, on le fait avec un client, en tout cas, on vend un produit à un client, un service à un client, forcément, étudier le marché en amont, ça me semble être très sécurisant, on va dire. On peut passer à la page d'après. Merci Pauline. Alors, je tiens à faire un focus sur la concurrence parce qu'effectivement, étudier le marché, c'est une chose, mais regarder ce que les petits concurrents d'à côté font, c'est important. Alors, on va parler, c'est de mon point de vue, un point clé dans l'étude de marché. La concurrence, alors elle peut être directe ou indirecte, parce que il arrive parfois qu'on propose un service, un produit innovant, tellement innovant qu'on n'a encore pas de concurrent sur le domaine ou avec ce produit. Et donc, on peut être amené à regarder une concurrence indirecte. Mais en tout cas, on se compare. L'idée, c'est de se comparer et puis de se trouver soit des similitudes ou les étudier de telle manière qu'on va en faire sortir des facteurs de différenciation sur lesquels on pourra à ce moment
forcément se différencier d'eux et donc à ce moment-là analyser mieux le produit et le proposer avec un prix différent, un service différent, et on va communiquer forcément sur ce facteur ou ces facteurs de différenciation. Après, j'ai envie pour terminer sur la concurrence, l'analyse de la concurrence, il est intéressant, important, utile de regarder également les modes de vente et aussi les canaux de distribution de nos concurrents. Comment font-ils? Alors, existe-t-il? Oui, non, encore une fois, mais si en tout cas ils existent, étudier la manière dont ils vendent, les différents canaux de distribution qu'ils utilisent me semble aussi un point très important à ne pas négliger. Donc à ce stade, vous l'aurez compris, on a terminé l'étude de marché. Forcément, elle va permettre, cette étude de marché, de formaliser le projet, mais surtout de crédibiliser notre démarche entrepreneuriale. De l'idée, vous voyez, maintenant on est passé à la crédibilité du projet, on a bien avancé, ce n'est pas suffisant, on va bientôt rejoindre le prévisionnel béton. Merci Pauline, on peut passer à la slide d'après. Alors du coup, maintenant qu'on a parlé de la faisabilité de son projet, la concurrence, il faut aussi peut-être parler de la communication parce que c'est aussi un outil important pour se faire connaître et quand on est créateur. Donc je vais laisser Gérard peut-être s'exprimer là-dessus. Oui, pas de souci. Oui, la partie communication est une partie importante et je dirais la partie image de l'entreprise. Souvent, quand on parle de communication, on entend faire de la pub, comme on l'entendait avant. Aujourd'hui, la communication, c'est tout autre chose. C'est être présent partout pour que l'on sache nous reconnaître. Et même si on a une activité qui est florissante, et il est nécessaire malgré tout de faire de la communication diverse et variée et d'être présent. Pas plus tard que la semaine dernière, j'étais avec un jeune entrepreneur qu'on accompagne depuis 1 an à peu près, un paysagiste, et qui s'est trouvé confronté justement, alors il ne manque pas de travail, hein, et il s'est trouvé confronté à un de ses clients quand il est allé le voir pour le travail qu'il avait à faire. Son client lui dit, mais j'étais surpris, je n'ai pas trouvé de site internet. Il lui dit, non, je ne l'ai pas encore fait. Et comme quoi, aujourd'hui, la démarche première de tous les clients, dès l'instant où on a un besoin, vous comme moi, qu'est-ce qu'on fait? On va sur Google et on cherche. Donc, le fait d'avoir un site Internet et qu'il soit bien entendu un site professionnel a toute son importance. Ce site professionnel, il ne suffit pas de le faire faire, mais après, il suffit de l'alimenter, de le faire vivre. Parce que c'est ça aussi qui va vous donner une autorité, une aura à votre entreprise. Ça, c'est très important. Donc, mettre des belles photos, des photos de réalisation professionnelle, quitte à les faire par un photographe, hein, mais avoir réellement des belles photos, c'est hyper important. Et puis, vous avez la possibilité aujourd'hui, il y a différents sites qui vous donnent la possibilité d'avoir des amis clients. Tous ces amis clients, vous pouvez les avoir de manière simple et souvent peu onéreuse, mais c'est aussi un gage de qualité pour votre entreprise. Hein. Voilà. Et inciter, bien entendu, vos clients à les compléter, parce que ça ne se fait pas naturellement, mais c'est aussi une partie très importante. Et puis, dans la communication, il y a un autre volet que tu peux nous montrer maintenant. Voilà, c'est la partie réseau professionnel. Ça, on a souvent tendance à le négliger, mais ça aussi, c'est hyper important, hein, que ce soit dans tous les réseaux professionnels. Alors, peut-être je vous ai mis BNI, Dinabaye, il y en a plein, hein, des réseaux professionnels, des réseaux locaux. Enfin, voilà, là où on peut se retrouver, on peut échanger, mais c'est hyper important d'être présent là-dessus. Là aussi, un exemple, pas plus tard que ce midi, je mangeais avec le responsable de la Banque Populaire ici, de l'agence de la Banque Populaire, qui me disait qu'il avait fait énormément de progrès sur l'agence depuis maintenant 3 ans qu'il est là, parce que la personne qui était avant avait donné une image désastreuse, malheureusement, de la banque. Et lui, il s'est intégré justement dans tous ces réseaux, et notamment, il me disait, dans les réseaux, dans les clubs sportifs. Voilà, il s'est intégré un petit peu dans tous les milieux et chaque fois qu'on l'a sollicité, qu'on lui a demandé quelque chose,
bien entendu, il a répondu par oui ou par non, mais il a répondu de manière professionnelle. Et ça, c'est aussi un gage de qualité, parce qu'il n'y a rien de pire que de ne pas répondre. Donc, la communication, ça passe par le visuel que vous pouvez faire dans différents magazines, le visuel que vous faites au travers de vos sites internet, de vos pages Facebook et tout ce qu'on veut, mais ça passe aussi par la présence terrain. Attention, je reviens sur la page Facebook. Quand on devient créateur d'entreprise, on avait souvent avant une page, enfin pas une page Facebook, mais un compte Facebook, un compte perso, sur lequel on met, selon les personnes, des choses diverses et variées. Dès l'instant où on passe dans une version professionnelle, il est hyper important d'avoir une page professionnelle, de relayer ça sur votre compte personnel, bien entendu, et de le partager au maximum. Mais j'ai envie de vous dire aussi, faites attention à votre communication personnelle sur votre propre réseau. Parce que vous avez besoin, c'est aussi, là aussi, vous ne pouvez plus faire n'importe quoi. Vous êtes devenu un professionnel. Donc faites attention à cette partie-là. Voilà, je crois que j'ai fait un peu le tour de cette partie communication. Les réseaux sociaux, on vient d'en parler. Hein. Voilà, la page Facebook, LinkedIn, bien entendu, tout ce qui s'associe aux réseaux sociaux, sachant que les plus répandus pour les professionnels, c'est effectivement Facebook et LinkedIn, hein, je pense. Il y a d'autres réseaux, mais qui concernent des structures un petit peu plus importantes. Et puis après, vous avez des groupes de professionnels qui sont locaux. Même si ce n'est pas un groupe BNI, si ce n'est pas un réseau d'Inabail, si ce n'est pas un réseau divers et variés, mais vous avez parfois, dans des régions, dans des secteurs, des professionnels qui ont pris l'habitude de faire des petits déjeuners tous ensemble et qui se retrouvent une fois tous les 15 jours, une fois par mois, ou qui font un repas une fois par mois. C'est par exemple l'exemple du Rotary Club, voilà, c'est tous des organismes comme ça. Il faut être présent un peu partout, il ne faut pas y consacrer trop de temps parce que l'essentiel de votre temps, vous devez bien entendu le consacrer à votre activité, mais être présent dans tous les réseaux, être présent autour de chez vous, ben, ça va vous permettre de vous faire connaître et surtout de vous faire reconnaître et de vous faire apprécier. Oui, j'aurais envie d'ajouter, Gérard, que effectivement, la communication digitale est fondamentale de nos jours. On a essentiellement besoin de se montrer, ça accroît la visibilité. Il faut être visible sur les réseaux sociaux, comme tu le disais très justement. Le client derrière ou le prospect, avant qu'il ne soit client, il est prospect, va forcément aller sur Internet, valider vos dires, regardez qui vous êtes, quel est votre parcours. Donc, c'est important. Alors, il est vrai que Facebook et LinkedIn sont des réseaux sociaux très utilisés au niveau professionnel. Après, pour d'autres secteurs, j'entends par exemple dans le bien-être, le secteur du bien-être, avoir aussi un compte sur Instagram ou des nouveaux j'aime bien parler tendance parce que, bon, moi, les jeunes, ils me montrent aussi la tendance du moment. TikTok avec les vidéos, pour certains métiers encore, hein, je dis bien, ça ne s'adresse pas forcément à tout le monde, mais il ne faut pas négliger sa communication. Et aujourd'hui, au niveau de l'entreprise, jouer avec tous ces réseaux sociaux-là, car certains forcément communiquent via plusieurs réseaux sociaux, ça devient un travail à part entière, c'est-à-dire qu'il faut être vraiment faire attention à l'un ou à l'autre, mais en tout cas, si vous êtes sur plusieurs réseaux sociaux, ne négligez ni l'un ni l'autre. Ensuite, il faut bien évidemment soigner le contenu et la forme. Hein. Donc, c'est vrai que les vidéos, les photos, les webinaires, le live, tout ça, ça plaît. En plus, on a un réseau qui le permet maintenant. Donc, ne nous en privons pas. Les télécoms sont bien à la pointe. Et voilà, c'est tout ce que je voulais rajouter sur cette partie communication. Alors, on passe à la slide d'après. On va peut-être aussi pouvoir demander du coup à tous ceux qui nous écoutent de nous dire un petit peu le secteur dans lequel ils sont et nous dire aussi peut-être s'ils sont sur les réseaux sociaux, s'ils ont un site web, s'ils l'utilisent, comment ils l'utilisent. N'hésitez pas à participer du coup, à nous donner un petit peu vos secteurs d'activité et aussi si vous avez des réseaux et si vous les utilisez. N'hésitez pas à nous le mettre dans le petit module question.
Ça nous intéresse de savoir. Et du coup, en attendant les réponses, on va pouvoir continuer. Alors, avant d'attaquer le prévisionnel béton, il y a un point sur lequel j'aimerais revenir, c'est que, OK, on a analysé le marché, on a fait un focus sur sa concurrence et on a une super communication. La question qui reste également en suspens, c'est la vente. Comment exercer clairement son activité? Alors, aujourd'hui, on peut agir en physique, hein, on peut être, comme on dit, en point permanent, c'est-à-dire une boutique, mais aussi ce qui est très tendance en ce moment, c'est l'éphémère, c'est-à-dire ce qu'on entend par là, les pop-up, les corners. Et j'ai envie de rajouter, sur ces points éphémères, on y ajoute souvent de l'événementiel. Alors là, le mix des deux, ça donne forcément un impact plus important sur la clientèle. Encore une fois, c'est destiné à certains types de ventes. Ce n'est pas le paysagiste du coin qui va aller faire son corner aux Galeries Lafayette à Paris, on est bien d'accord, mais n'empêche que c'est un mode de vente assez courant et utilisé aujourd'hui. Et puis, n'oublions pas la vente digitale, c'est-à-dire, oui, il n'y a même plus besoin de points physiques, hein, on vend à travers de sites marchands, d'applications, bon voilà, et on se passe complètement de points de vente traditionnels. Aujourd'hui, si en tout cas on reste que l'on reste en digital ou en physique, c'est-à-dire avec un point de vente classique ou même éphémère, le besoin, cette fois-ci, le besoin durable commence à se faire sentir. Et là, je suis en train d'introduire les tableaux financiers. C'est-à-dire que dès lors qu'on a parlé d'études de marché, de soigner sa concurrence, bien évidemment, va se poser la question des besoins durables, c'est-à-dire de quoi j'ai besoin, moi, créateur d'entreprise, pour mener à bien mon projet. Donc, on va voir, là, on vient de parler de local professionnel ou de pop-up. Forcément, besoin de matériel, du matériel, la matière première, des marchandises, un local, d'apport personnel, c'est-à-dire du pécunier. Bref, de quoi j'ai besoin pour monter, mettre à bien mon projet, le mener à bien pour forcément assurer la pérennité de mon entreprise. On va passer à la dia suivante. Et là, on va commencer à lister avec Gérard tous les composants du prévisionnel. Alors, le plus gros des composants, je vais dire celui qui est le plus délicat à définir, c'est le chiffre d'affaires. C'est quoi le chiffre d'affaires? C'est le fruit de vos factures à vos clients, c'est-à-dire toutes les ventes que vous allez pouvoir facturer à vos clients. Alors, comment définir ce chiffre d'affaires à ce stade-là de l'aventure? Rappelons-nous, on est en création. On n'a pas une idée du tout de ce qu'on pourrait faire. On a l'envie, certes, mais on ne sait pas vraiment préciser clairement. Mais j'ai envie de dire, on a quand même une idée des produits, en tout cas des produits vendus. On va les estimer et on va les estimer par rapport à quoi? Et bien là, je fais un retour en arrière sur l'étude de marché et la concurrence. Et bien évidemment, en se positionnant sur ce marché, en l'ayant observé très, très finement et en ayant étudié forcément sa concurrence, la manière dont ils vendent, ça va nous donner une idée de ce que nous, on pourrait faire. Alors, on va en dégager peut-être un panier moyen. En tout cas, on va avoir une idée de la masse de produits qu'on pourrait vendre. Et puis aussi du nombre de clients potentiels qu'on pourrait espérer toucher sur cette première année de lancement. À ce stade-là, c'est très difficile de faire, mais bon, on tâtonne et on avance. Et puis, une question qu'on va se poser également, c'est la marge sur le produit, c'est-à-dire la marge commerciale qu'on va ajouter sur ce produit que l'on a fabriqué ou qu'on a acheté, qu'on va revendre, quelle plus-value on va faire sur le prix de vente. La répartition des produits également, pourquoi? Parce qu'on peut avoir dans le chiffre d'affaires une décomposition de plusieurs types de produits. Je connais certaines entreprises qui vendent et du produit et du service.
on ne met pas forcément la même marge commerciale sur l'un comme sur l'autre. C'est comme les taux horaires. Si effectivement on fait intervenir des collaborateurs pour faire une prestation, eh bien forcément, si c'est en service, en manufacture ou autre, on n'aura pas forcément les mêmes taux horaires. Et puis, on a rajouté avec Gérard la saisonnalité. Ben oui, parce que saisonnalité, il peut y avoir un effet de saisonnalité, ou tout du moins une récurrence dans les achats qui ferait que le client ne vient pas une fois dans l'année, mais plusieurs. Bien. Donc, à ce stade-là, estimer un volume global de chiffre d'affaires, pas facile du tout. Alors, on tâtonne. Comme je l'ai dit, on se sert de l'étude de marché, on regarde ce que le petit concurrent du coin il fait. Sur Internet, c'est facile d'avoir des informations. En plus, sur Infogreffe, société.com, on peut avoir aussi une idée du chiffre d'affaires réalisé. Bref, on va tâtonner, mais on va essayer de s'en approcher en tout cas. Et puis, il y a une chose qui marche très bien aussi, si on a le temps, c'est aussi tester en vraie grandeur son produit ou son service. Ça permet d'avoir un retour direct. Et là, c'est plutôt une étude un peu marketing qu'on va lancer, mais en tout cas, on va tester en vrai son projet. Et tout ça pour atteindre ce qu'on espère, un CA, c'est-à-dire chiffre d'affaires objectif. Objectif, qui dit objectif, dit réalisable. On peut partir à la rigueur aussi d'une hypothèse haute et basse, en se disant, mon chiffre d'affaires de cette première année, puis celui de l'année d'après, celui de l'année d'après, parce que souvent, quand on parle de prévisionnel béton, on le fait sur un minima 3 ans, pour voir un petit peu, enfin un peu plus près, la progression du chiffre d'affaires, mais en tout cas, la première année, il faut bien partir d'un chiffre. Alors, on peut faire un scénario, hypothèse haute, c'est-à-dire scénario super, on a vendu plus qu'on espérait, donc on fait une cote mal taillée. Et puis à l'inverse, on peut regarder un scénario plutôt catastrophique en se disant, on va mettre 6 mois avant de vendre notre premier produit ou autre, ou 6 mois ou 1 an, et auquel cas, on sait très bien qu'on va être entre une fourchette haute et basse, et ainsi, on s'approchera un peu plus de la vérité. Mais personne ne tient à la vérité. On essaye, on tâtonne. À toi, Gérard. Alors, juste avant… Oui. Je peux me ajouter, le plus important, effectivement, c'est de bien suivre tout ce que Caroline a dit là, parce qu'il n'y aurait rien de plus dramatique. Je l'ai vu malheureusement assez souvent. Aujourd'hui, ce serait beaucoup plus difficile à avaler par un banquier, mais de faire des business plans comme on le faisait avant et de les faire à l'envers. Parce que les débours, les frais, les charges que l'on va avoir en fonction du type d'activité qu'on a choisi, on arrive à les estimer à peu près, sans trop se tromper. Et puis à partir de là, on dit, pour couvrir ces frais, on a besoin d'un certain chiffre d'affaires. Voilà. Sauf que, comme vous le disiez Caroline, est-ce que ce chiffre d'affaires, il est objectif, est-ce qu'il est réalisable? Et quand on a décomposé le chiffre d'affaires, comme Caroline vient de vous l'expliquer, on va vite se rendre compte que ce chiffre d'affaires, soit il est atteignable, soit il n'y est pas. Et s'il n'y est pas, ça veut dire que notre projet, il n'est pas viable et qu'il faut peut-être le revoir, voire peut-être même l'abandonner, parce qu'il ne faut pas avoir peur de dire les choses, tout simplement. Oui. Alors, avant de continuer, j'ai juste eu des petites réponses sur mon sondage de tout à l'heure. Donc, c'est vrai qu'on a quand même beaucoup de personnes qui utilisent les réseaux sociaux, qui ont un site web. Donc, c'est quand même vachement bien, parce que c'est vrai que le digital est important de nos jours. Donc, on a quand même beaucoup de gens. Et les réseaux qui ressortent le plus sont Facebook, LinkedIn et Instagram. Oui. Voilà. C'était la petite aparté. On a même quelqu'un qui nous demande s'il y a des jours ou des moments plus appropriés pour poster sur les réseaux sociaux pour être mieux vu. Alors, je ne sais pas si vous voulez qu'on réponde tout de suite à cette question ou si on attend la fin. C'est comme vous voulez. On peut répondre maintenant. Je ne suis pas certain qu'il y ait des moments qui soient le plus appropriés les uns que les autres. Ce qu'il faut essayer de faire, il faut essayer de faire en sorte que ce sont les posts que l'on fait. Moi, j'ai envie de dire, il faut pas faire 4-5 posts tous les jours, ça ne sert à rien. Je pense que aller sur les réseaux sociaux, je dirais peut-être 2 fois par semaine, et mettre des posts qui sont vraiment professionnels, comme vous le disiez Caroline tout à l'heure, avec des photos, des vidéos, quelque chose qui sera lu, et automatiquement ça sera mis en avant. Et vous le savez bien, plus c'est vu, plus c'est liké,
plus il y a plus il y a des interférences, et bien plus votre poste il est remonté et plus il est visible. Tout simplement, donc, ça ne nécessite pas d'y être en permanence. Je pense que Caroline, tu partages aussi là. Tout à fait, Gérard. Je dirais que c'est plus un marathon qu'une course de vitesse. C'est pas la quantité, c'est la régularité. Si vous avez l'habitude de poster une fois par semaine, un lundi, ben, continuez sur ce rythme-là. Il vaut mieux être régulier dans sa communication que de faire des pics et des downs voilà. Il faut être alimenté de manière très régulière vos réseaux sociaux. Après, le jour, j'ai envie de dire, peu importe. Non, c'est pas l'impression non. Alors après, moi, dites-moi si je me trompe, mais je pense aussi que c'est aussi en fonction de sa cible et de son secteur d'activité. Il y a peut-être des choses où les gens vont être plus enclins à regarder ce genre de post le soir parce que c'est plus sur des loisirs, du bien-être, etc. Et puis, il y a aussi d'autres contenus aussi qui est beaucoup plus professionnel. Et donc, on a besoin de toucher des professionnels qui sont sur les réseaux peut-être dans la journée. Donc voilà, c'est aussi en fonction de votre cible, je pense qu'il faut adapter. Et on a eu des réponses qui disaient, alors et on a des gens qui disent que sur LinkedIn, c'est plus le mardi et le jeudi avant 9h. Sur Facebook, c'est plutôt le mercredi vers 11h et le dimanche vers 18h30. Et on rajoute que ce sont des créneaux où les utilisateurs sont les plus présents. Après, entre 17h et 19h, les posts marchent mieux. Alors, c'est vrai qu'après, les gens ne sont plus au travail, donc ils sont plus sur les réseaux. Donc, c'est vrai qu'il faut peut-être favoriser le soir. Mais après, encore une fois, je pense que c'est en fonction de votre cible. Bon, je pense qu'on peut continuer du coup sur notre prévisionnel après cette petite aparté. Alors, hop, c'est parti. Et du coup, Gérard, je te laisse la parole. Oui, alors maintenant qu'on a gagné des sous, qu'on a écouté Caroline, qu'on a gagné des sous, il va falloir les dépenser. Voilà. Ça, c'est pas le plus compliqué, on trouve des idées. Hein, voilà. Souvent, on dit que ce sont les femmes qui dépensent. Ben là, c'est toi, Gérard, qui dépense. Moi, j'en gagne. Voilà, une fois, on va changer. Donc, alors, on va identifier ce qu'on appelle les charges de l'entreprise. On trouvera dans les charges de l'entreprise les achats matières, les charges d'exploitation, les charges financières. On reviendra dessus après. Et le premier poste, bien entendu, c'est les achats de matières et de marchandises. Et dès l'instant, on aura identifié, comme vous l'expliquait Caroline avant, quels sont les produits, quel est le tarif que l'on va appliquer et quelle est la marge que l'on va appliquer. Et bien, systématiquement, on aura déterminé le coût de nos achats de matières. Parce qu'on sait que si on fait 100 de chiffre d'affaires et qu'on applique une marge à 50, eh bien, on sait qu'on a 50 d'achats, tout simplement. Donc ça, ce sera facile à faire. Ensuite, le taux horaire. Là, le taux horaire, c'est plus important à surveiller. Ça s'adresse bien entendu à toutes les professions de service, à toutes les professions artisanales. Et il est important d'avoir une visibilité permanente de ce que vous coûte une heure de travail dans votre entreprise. Aujourd'hui, trop souvent, quand on rencontre encore des prospects aujourd'hui, ou la manière dont je faisais, ou comme je le faisais quand j'étais en cabinet comptable, quand un client nous demandait un taux horaire, qu'est-ce qu'on faisait? On prenait le bilan de l'année précédente, on divisait par le nombre d'heures de travail, on avait 5 bonhommes à 39 heures sur 45 semaines, et voilà, on faisait le total d'heures, et on divisait les frais par ça, et ça nous donnait le taux horaire. Ça nous donnait quoi? Ça nous donnait le taux horaire de l'année dernière. Franchement, on s'en fout, hein. Ce qui nous intéresse, c'est le taux horaire de maintenant, d'accord? Donc, on a besoin de connaître le taux horaire d'aujourd'hui pour que le coût de l'heure, quand je dis le taux horaire, c'est le coût de l'heure, pour que ce coût horaire soit pertinent, bien entendu, il faut tenir compte de l'efficacité des gens. Parce que quand vous avez une personne qui travaille très bien et une autre qui est plus lente, si vous les mettez les deux sur la même opération, il y en a une qui va y passer plus de temps que l'autre. Et tout ça, ce sont des paramètres que vous devez prendre en compte pour calculer un coût de l'heure de travail. Et quand vous aurez ce coût de l'heure de travail, bien entendu, vous pourrez déterminer un prix de vente de l'heure de travail. Ça, c'est hyper, hyper important. Si vous ne faites pas ça, je suis désolé de vous le dire, mais vous avez de fortes chances de connaître des difficultés. Donc, c'est hyper important de vous rapprocher du professionnel, de vous rapprocher d'un conseiller rivaliste, puisque c'est notre métier, mais pour pouvoir mettre en application cette chose. Ensuite, il va falloir tenir compte, bien entendu,
les besoins que l'on va avoir au niveau des achats, puisque dans notre prévisionnel, il va falloir quantifier les dépenses. Et pour ça, vous allez avoir obligé de tenir compte de la rotation du stock. Si on est dans une profession artisanale où l'on peut aller chez le fournisseur de matériaux ou le fournisseur de produits tous les jours quasiment, acheter de la marchandise, s'il n'y a pas de problème de pénurie comme en ce moment, eh bien, vous n'avez pas besoin d'avoir un stock important. Par contre, si vous êtes en train de valider un créateur et un projet de création et que votre activité, c'est dans le domaine de la confection, dans le domaine de la chaussure, dans le domaine de la mode, vous savez très bien que vous avez des achats qui se font en général avec 2 saisons d'avance et le stock qui va être hyper important. Et bien entendu, il va falloir quantifier ce que vous avez besoin comme produit parce que vous allez avoir besoin d'acheter 2 saisons à l'avance et du coup, il va falloir financer tout ça. Donc ça, c'est aussi important. Et puis après, on va passer sur les charges d'exploitation et sur les charges financières. Alors, les charges d'exploitation, ce sont tous les frais, sans exception, auxquels l'entreprise va devoir faire face. Alors, il y a dans ces frais, il y a des choses qui sont obligatoires, que l'on peut connaître, telles que les assurances, par exemple, les honoraires que vous aurez à payer, les frais financiers, enfin toutes ces choses-là. Il y a des choses que l'on connaît. Il y a des choses qui vont être un petit peu plus aléatoires en fonction de votre choix d'activité, en fonction de votre type d'activité aussi. Donc, si vous avez une activité artisanale ou une activité commerciale, ce sera différent. Si vous avez besoin d'avoir un local ou pas, ben, ce sera différent parce que dans un cas, vous aurez des loyers, dans l'autre, vous n'en aurez pas. Dans un cas, vous aurez peut-être de la communication plus visuelle et d'autres, ce sera peut-être plus des réseaux, donc les coûts ne sont pas les mêmes. Donc voilà, il va falloir lister tout ça, tous ces frais généraux. Sachez qu'il existe des listes de ce qu'on appelle le plan comptable qui permet de lister l'ensemble de frais généraux et de cocher en disant moi, ça me concerne, ça me concerne pas. Mais là, on est là pour vous aider, pour aider tous les créateurs à faire un budget de charge d'exploitation qui soit le plus près possible de la réalité, bien entendu. Voilà. Et reste derrière les charges financières. Les charges financières, ben, comme son nom l'indique, c'est si vous avez recours à un emprunt, eh bien, ce sera les intérêts d'emprunt qui sont à prendre en compte. Alors, un ou plusieurs emprunts. Vous pouvez aussi, vous avez la possibilité de bénéficier, selon les cas, de différentes aides. Vous avez des avances qui sont remboursables avec à taux zéro, donc il ne faut pas s'en priver. Voilà, il y a toutes des choses qu'il faut connaître, donc c'est pour ça que c'est intéressant de se rapprocher d'un professionnel. Et puis, vous aurez tous les autres frais bancaires qui vont découler du fonctionnement, qui vont découler de la trésorerie. Alors, dans les autres frais bancaires, il peut y avoir quoi? Alors, il y a les agios bancaires. Les agios bancaires, c'est quand on est à découvert, tout simplement. Alors, découvert autorisé ou découvert non autorisé. Les frais seront moins importants si le découvert il est autorisé, bien entendu. Sachez que si vous n'avez pas de découvert autorisé, et que le banquier accepte quand même de faire certains paiements, alors d'une part, vous aurez des agios plus forts, et après, chaque fois qu'il fait un paiement, eh bien, vous aurez ce qu'on appelle une commission d'intervention, c'est-à-dire il va vous prendre en général une vingtaine d'euros à chaque fois qu'il va vous payer un chèque. Donc, sachez-le, c'est des choses importantes. C'est des choses importantes pour ne pas sous-estimer le fonds de roulement que vous aurez besoin au début de votre activité, parce qu'il est hyper important de blinder sa trésorerie correctement pour ne pas avoir tous ces petits soucis qui vont vous générer des frais dont franchement on n'en a pas besoin. On peut s'en passer facilement et c'est facile de les éviter si on a fait un bon prévisionnel au début. Voilà. Voilà, sur la partie financière. Et puis une fois que vous avez fait tout ça, ben, quand vous avez fait la partie des achats, la partie financière et les différents moyens, les différentes charges, ben, le delta entre les deux va vous donner tout simplement ben, le résultat que vous êtes en attente d'obtenir. Et c'est là que, au début, on se fait des cheveux blancs parce qu'on se dit, ben, le chiffre d'affaires que j'ai prévu, il n'est pas suffisant. Voilà. Et s'il n'est pas suffisant, ben, qu'est-ce que je fais? Alors, est-ce que j'ai la possibilité peut-être de réduire des choses dans mes charges? Est-ce que j'ai la possibilité éventuellement de faire peut-être un peu plus de chiffre d'affaires? Parce que, comme vous le disiez, Caroline, vous avez peut-être fait une version
pessimiste, et entre la version pessimiste et la version optimiste, il y a peut-être la possibilité d'aller chercher un petit peu plus de choses. Mais pour aller chercher un petit peu plus de choses, il faudra peut-être faire un petit peu plus de communication. Donc, il faut peut-être que je mette un budget de com un petit peu plus fort et je vais pouvoir faire un peu plus de chiffre d'affaires. Voilà, il va falloir tourner autour de ça. Et puis après, vous allez porter vous allez vous faire accompagner, bien sûr, mais vous allez porter votre plan de financement à votre banquier qui va vous dire, ben voilà, je crois en votre projet ou j'y crois pas. Vous aurez la réponse. Voilà. Je te laisse continuer. Alors, effectivement, je vais reprendre la partie financement parce que, bon, comme le disait Gérard, on a besoin de financement pour se lancer. L'idée de partir avec 1 euro en poche ou un capital social d'1 euro, même si c'est légal, c'est vivement, très vivement déconseillé. Pour se lancer de manière efficace, de faire un lancement assuré et pérenne, il faut qu'on apporte un minimum de fonds propres. Hein. Donc, j'appelle fonds propres son propre argent. Hein. On casse sa tirelire et puis on va financer son lancement et on va abonder déjà au premier financement interne qui est le plus simple, c'est de déposer son argent, ses économies sur le capital social qui va donc constituer, capital social de l'entreprise que l'on va constituer. Ça, c'est le côté plus simple puisqu'on vide ses poches. Après, si on a l'idée d'avoir un ou des associés, on peut aussi monter un compte courant d'associés, ce qui permettrait aussi d'injecter de temps à autre un peu d'argent au crédit du compte courant de cette entreprise. Bon, bref, on va chercher là les moyens en interne. Mais aujourd'hui, la tendance, elle est plutôt d'aller à l'externe parce que on n'a pas toujours la somme qu'il faudrait pour se lancer de manière pérenne. Alors, le moyen le plus classique, c'est effectivement l'emprunt bancaire, plus classique, oui, plus connu, on va dire, l'emprunt bancaire. Mais bon, l'emprunt bancaire, même si les banques font beaucoup de communication sur l'entrepreneuriat, les créateurs d'entreprises, si vous n'avez pas un apport à minima de 20% ou des biens à mettre en gage, il ne faut pas se leurrer, l'emprunt bancaire il sera relativement faible. Alors, ça suffit, ça ne suffit pas. Si ça ne suffit pas, l'allocation financière ou les crédits bourses, ça je fais allusion plutôt au crédit, au leasing, avec option ou non de rachat. Ça, c'est aussi une possibilité. On n'achète pas, on loue un bien durable, immobilisable qu'on souhaiterait donc utiliser pour son entreprise. Et puis, j'ai envie de dire, quand on n'a pas beaucoup de solutions, on a des idées, on trouve des idées. Et aujourd'hui, ce que j'ai appelé autres alternatives, c'est ce qui est tendance en ce moment. Alors, ça dépend des projets, ça dépend du montant d'argent à trouver. Mais pour des petits montants, on peut faire appel à la love money, où là, on va solliciter ses proches, la famille, les amis, en tout cas, tous ceux qui croient en votre projet et qui pourraient éventuellement donner. C'est un don, c'est sous forme d'un don, mais ce don, il est récupérable en partie puisque vous pouvez le déclarer si vous êtes donateur auprès d'un créateur. Vous pouvez le déduire de votre déclaration de revenus de l'an prochain. Après, ce qui est très tendance et qui marche bien, mais encore une fois, qui ne s'adapte pas à toutes les créations, c'est le financement participatif via des plateformes de crowdfunding. Donc ça, moi, j'en fais beaucoup. Ça marche bien. Alors, on lève 8 000, 10 000, 16 000 euros. J'ai vu des sommes, bon, c'est pas 100 000 euros, hein, mais bon, il y a moyen de lever quelques 10 000 euros facilement. Alors, le financement participatif ou crowdfunding, appelé plus communément, il consiste à aller titiller un petit peu sur Internet, sur des plateformes dédiées. Hein. Vous avez des sociétés comme KissKissBankBank, Ulule et bien d'autres qui proposent des services, c'est-à-dire ils vous proposent de poster votre projet entrepreneurial, d'essayer donc de soulever de l'argent auprès des internautes. Et donc le créateur demande une somme d'argent en compensation. Il propose des contreparties à ses donateurs
Et il explique en fait sa démarche entrepreneuriale, son produit. S'il y a de l'innovation, il va communiquer sur une innovation, mais pas que. Ça peut être l'aventure entrepreneuriale. Bon, c'est quelque chose qui marche bien. Ça fait appel au storytelling. Voilà, on aime bien partager l'émotion, la création, et c'est plutôt une réussite. Après, il y a, Gérard en parlait tout à l'heure, des prêts à taux zéro, des subventions, des prix. Moi, j'ai beaucoup d'étudiants qui font des concours entrepreneuriaux comme Graines de Boss, 101 jours pour entreprendre, 100 jours pour entreprendre, pardon, et 101 jours pour je ne sais plus comment, Graines de Boss. Enfin bon, il y a plein de concours qui se déroulent chaque année. Où là, vous devez pitcher, le créateur doit pitcher auprès des autres et devant un parterre de businessmen aguerris qui élisent un projet. Et donc, il y a un prix à la clé, il y a des fois 20 000, 25 000, 30 000 à la clé, ou autre aide, hein, ce n'est pas forcément que pécunier, mais en tout cas, il y a possibilité de lever des fonds comme ça. Après, il existe des aides gouvernementales, hein, je pense au Pôle emploi qui aide sous forme de l'ACRE, par exemple, les créateurs d'emplois. Il y a des subventions diverses et variées. Et puis, il y a le Business Angel. On en parle beaucoup, on les connaît peu, mais forcément, quand on va dans des concours entrepreneuriaux, quand on est dans des incubateurs, quand on se fait connaître, quand on fait sa propre communication, on peut être détecté. Et les business angels, s'ils s'intéressent un jour à votre projet, n'ayez pas peur, car ils vont injecter de l'argent, ils vont entrer au capital de votre entreprise, et c'est pas un mal, n'ayez pas peur, c'est plutôt un bien. Ça veut dire qu'ils croient en votre projet et ils vont injecter de l'argent pour un laps de temps assez court, hein, quelques années. Ils ne vont pas rester 20 ans dans votre entreprise, mais en tout cas, ils vont vous aider à vous lancer parce que ce sont des hommes, des femmes qui ont beaucoup d'expérience dans la gestion d'entreprise et le lancement de nouvelles entreprises. Donc, forcément, ils vont partager leur expérience avec vous. Ils vous donnent un peu d'argent en compensation, forcément, de quelques pourcentages de parts de l'entreprise. Mais leur but, c'est plutôt de vous aider, d'investir, parce que souvent, ils ressortent rapidement de l'entreprise en revendant leurs parts et en faisant une sacrée plus-value. Donc, j'ai envie de vous dire, n'ayez pas peur des business angels. En tout cas, j'allais dire plus ils s'intéressent à vous, mieux c'est, mais en tout cas, si l'un d'entre eux un jour s'intéresse à vous, ça veut dire que c'est plutôt bon signe et que votre projet est plutôt viable et intéressant économiquement. Voilà. Et puis après, plus haut, on va parler des sociétés de capital à risque, mais bon, là, on est déjà dans les hautes sphères du financement. Mais en tout cas, tout cela pour vous dire, parce qu'on n'a pas trop le temps de tout détailler, qu'en financement externe, il existe beaucoup de moyens pour trouver des fonds. Donc, ne vous en privez pas. Et nous, conseillers Rivalis, bien évidemment, on a cette expertise parce qu'on le fait relativement souvent, en tout cas Gérard et moi. Et l'idée, c'est de vous accompagner dans cette démarche. Je n'ai pas parlé d'un acteur important, BPI France, on en parle beaucoup. BPI France, eux, surfent, c'est une entité nationale qui surfe beaucoup sur l'innovation. Donc, si vous avez un projet dit innovant, n'hésitez pas à vous rapprocher d'eux. Il y a des possibilités comme des crédits d'impôt, des concours, des subventions. Là encore, il y a beaucoup de choses à glaner. Voilà. Alors, on a maintenant, les statuts. Oui. On a juste une question du coup. Oui. Est-ce qu'on nous demande, alors on nous dit que là c'est super intéressant le point sur les crowdfunding et on nous demande si ça ne coûte pas trop cher. Non, parce que, alors effectivement, j'ai pas eu le temps de l'expliquer, mais bon, on voudrait garder un peu de temps pour les questions. Non, ça ne coûte rien, si ce n'est que d'essayer. C'est-à-dire que le porteur de projet qui s'installe, enfin qui rencontre donc les dirigeants de ces plateformes de financement participatif, postent donc leur projet, demandent une certaine cagnotte en un minimum de temps. Alors, c'est un mois et demi, c'est jamais un an. Hein, mais en tout cas, ils estiment le montant d'une cagnotte à atteindre. Si la cagnotte est atteinte, c'est très bien, le créateur remporte sa cagnotte, moins la commission, la petite commission
de la plateforme, car forcément, ils ont mis à disposition du matériel digital pour vous permettre d'être visible. Donc, vous leur payez une redevance, donc vous empochez la totalité de la cagnotte, moins la commission. Et si par malheur, dans ce temps imparti, la cagnotte n'est pas atteinte, eh bien, tout le monde reprend ses billes, c'est-à-dire le créateur, malheureusement, il n'a pas décroché sa cagnotte. Les internautes qui ont abondé jour à jour pour arriver à ce mois et demi de collecte, sont remboursés par la plateforme puisqu'ils ont misé, ils ont donné un peu d'argent en contrepartie d'un élément, on va appeler ça une contrepartie. Eux, ils récupèrent leur mise. Donc, j'ai envie de dire, non, ça ne coûte rien. Ça coûte juste le temps et l'énergie d'essayer. Voilà. Ok, nickel. Alors, oui. Vas-y, Gérard. Juste un peu sur ce que dit Caroline tout à l'heure, quand on parlait des apports en capital et qu'elle vous disait que 1 euro, c'était pas une bonne idée. Alors, c'est pas une bonne idée, bien entendu, parce que le banquier va vous regarder. Si vous allez demander 50 000 euros à votre banquier, puis que vous lui dites, moi, je mets 1 euro sur la table, il va quand même vous regarder un petit peu Oui. de travers à mon avis. Mais il y a juste, je pense juste à autre chose. Vous savez que dans une société, quand on est dans une forme de société, que l'on a mis un capital, dès l'instant où on perd 50% du capital, on est obligé de faire une publication légale, de faire une publication au greffe du tribunal de commerce. Et il y a une formalité qui se fait par l'expert comptable et ainsi de suite. Donc, vous avez un procès-verbal d'Assemblée générale, une publication dans la presse et une publication auprès du greffe, auprès de la Chambre des métiers ou de la Chambre de commerce. Donc, vous aurez perdu, dès l'instant où vous avez perdu 50 centimes, vous êtes obligé de faire cette publication qui va vous coûter à peu près 800 euros. Je vous laisse juste juger si c'est utile ou pas. C'est clair. Ça calme. Ok. J'ai encore une question qui vient de tomber. On nous dit le ratio classique du levier bancaire est donc de 1 pour 5. Si je lève 400 000 euros à la banque pour 100 000 euros de fonds propres, ça s'arrête comme ça, je pense. Est-ce que c'est ça, en fait, le ratio? Alors, attends, je vais regarder. Alors, je vois pas. Elle est où? C'est dans les questions, dans le chat? C'est dans les questions, ouais, c'est la dernière. Le ratio classique du levier bancaire est donc de 1 pour 5. Oui. Si je lève 400 000 euros à la banque, faut-il mettre 100 000 euros de fonds propres? Alors, normalement, ce serait ça. Le ratio, c'est à peu près effectivement 20%. Sauf que, voilà, quand on est sur des projets avec des montants quand même relativement importants, souvent le banquier, bon, il va accepter un ratio un petit peu plus faible. Mais sinon, la marge normale, c'est à peu près ça, 20%. Je dirais même aujourd'hui que si vous avez un projet de création dans le domaine de la restauration, les 20%, ils sont même pas bons, hein, ça sera plutôt 50. D'accord. Ok. Alors, on Parce va que ce sont des peut-être. métiers qui sont jugés un peu dangereux par tous les banquiers. Voilà. Donc, Ok, bah c'est bien de le savoir. On va peut-être du coup finir rapidement les dernières slides qui restent pour qu'après on puisse garder un petit peu de temps pour les questions. Alors, c'était pour le statut. Donc, Gérard, je te laisse prendre la parole. oui, les différents statuts de dirigeant. Donc, il y a plusieurs manières d'exercer, que ce soit donc sous la forme de travailleur indépendant ou sous la forme sociétale, qu'on va voir après. Juste, il faut savoir que quand on est travailleur indépendant, alors il n'y a rien de plus simple, hein. Je vais demain à la chambre de commerce ou à la chambre des métiers selon mon activité, je remplis un formulaire, je m'inscris et je rentre chez moi, je peux démarrer, hein. Voilà, je paye des formalités, donc ça va relativement vite. Il faut juste savoir que je suis engagé personnellement sur tous les risques que mon entreprise va prendre et que si je connais des difficultés, bien entendu, eh bien, le banquier ou même mes créanciers pourront venir chercher mes biens, à l'exception de la maison, de la résidence principale, qui est quand même aujourd'hui quand même un peu plus protégée, mais qui viendront chercher mes biens pour pouvoir se payer. Donc la responsabilité financière, elle existe. Ce n'est pas le top de travailleur indépendant. Et puis il y a surtout, ne l'oubliez pas, une responsabilité juridique.
J'ai peut-être toujours un peu tendance à voir les choses, le côté un peu dramatique des choses, mais il ne faut pas l'oublier. Je vais prendre juste une profession du bâtiment, d'un artisan, hein, qui est avec son ouvrier sur un chantier, sur un toit, et l'ouvrier tombe, il a un grave accident, voire même il décède. Il faut savoir que le chef d'entreprise est responsable personnellement et c'est lui qui sera poursuivi personnellement pour cet accident. Si vous êtes en forme de société, c'est la société qui est poursuivie. Et donc, ça change quand même complètement les choses, hein. Voilà. Donc, des exemples de travailleurs indépendants, je vous ai mis le I, l'entreprise individuelle. Si tu reviens un petit peu en arrière, voilà. L'entreprise individuelle, la société en nom collectif, qui est une association de personnes sous le régime de travailleurs indépendants, pareil pour les sociétés de fait. Un auto-entrepreneur, bien entendu. Attention au régime de l'auto-entrepreneur, j'ai envie de vous dire, c'est souvent, je ne dirais pas jusqu'à des arnaques, mais c'est au statut d'auto-entrepreneur parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'engouffrent là-dedans parce que c'est très facile. Mais je dis toujours, posez-vous la question de savoir pourquoi l'État a doublé les plafonds. Est-ce que c'est pour l'intérêt de l'auto-entrepreneur ou l'intérêt de l'État? Quand vous aurez répondu à la question, je pense que vous aurez compris qu'il ne faut pas y aller. Et puis, il y a la particularité de l'EIRL. L'EIRL, c'est la même chose, sauf que là, vous avez quand même préservé au moins tout votre patrimoine personnel. Ça consiste juste à faire une déclaration. Donc, vous exercez sous le régime du travailleur indépendant, mais vous allez déposer au greffe du tribunal le jour de votre immatriculation la liste de vos biens personnels et la liste des biens professionnels. Tout ce qui sera acheté après à titre personnel restera dans le domaine perso, tout ce qui sera acheté à titre pro sera dans le domaine pro, mais les deux patrimoines sont séparés et au moins on n'ira pas vous chercher ce que vous avez à titre personnel. Voilà. Donc ça, c'est quand même une garantie. Au minimum, statut de travailleur indépendant, mais EIRL quand même, au minimum. Et puis après, il y a les formes sociétales, donc on va voir après, où là, vous pouvez avoir le statut de salarié ou pas, hein. Alors, le statut de salarié ou pas, je dis parce que quand on est assimilé salarié, quand on est dans une EURL, sauf que vous n'avez pas de fiche de paye, vous êtes aussi, donc vous avez le statut de travailleur indépendant dans une EURL, mais vous payez des cotisations, si vous, la société est assujettie à l'impôt société, vous payez des cotisations sur le montant de votre rémunération. La même chose pour la SARL. Si vous êtes majoritaire, vous êtes aussi le statut de travailleur indépendant. Si vous êtes minoritaire, vous pouvez être salarié. Si vous êtes égalitaire, c'est un peu particulier s'il y a deux co-gérants. Je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que si vous êtes confronté à des situations comme ça, le mieux, c'est de venir nous voir, hein, voilà. La SASU et la SAS, où là, vous êtes obligatoirement salarié. Et puis la CEDARL, qui est l'équivalent de la SARL, mais pour les professions libérales. Et là, dès l'instant, on est sur un statut sociétal et bien entendu, la responsabilité juridique et financière, elle repose sur la société. Vous, à titre perso, vous n'êtes pas impacté, sauf que financièrement, en général, si le banquier il prête 500 000 balles à la société, il va dire Gérard, je te prête 500 000, je sais que ça va fonctionner, mais au cas où ça ne fonctionnerait pas, je voudrais quand même que tu me signes une caution parce que je veux de toute façon récupérer mes billes. Donc, il vous demandera une caution. Donc, sous réserve des cautions que vous avez signées, quand vous êtes en société, on ne viendra pas vous chercher à titre personnel pour payer les dettes de la société si jamais ça venait à tourner. Voilà, j'ai été rapide sur ce statut parce que je pense que ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est de faire le business plan. Et après, une fois qu'on a bien calé notre truc, bon, le choix de société, le choix de la manière d'exercer va se faire au final. Voilà. Oui, ça vient après, ça. Tout à fait. Ok, merci beaucoup. Alors, pour vous le rappeler, du coup, vous n'êtes pas seul. Là, on vous a donné beaucoup d'infos sur le business plan, sur votre création d'entreprise. Oula, il y a eu un son de gyrophare, là. Alors, on a eu, c'est parce qu'on a dépassé le temps presque. Alors, oui, ça m'a déconcentrée, je suis désolée. Alors, comme je disais, on vous a donné énormément d'informations.
et ça vous suffit peut-être. Et du coup, on est très content. Mais alors, si vous êtes encore un petit peu perdu, vous n'êtes pas seul. On a tous nos conseillers Rivalis qui sont dans la France entière, qui vont pouvoir être proches de vous, à proximité, à moins d'1 heure de chez vous, comme on vous le disait. Et c'est vraiment très très simple. C'est très très simple d'être en contact avec quelqu'un, de demander de l'aide. Faut pas avoir honte en fait, parce que on va dire dans le milieu du sport, tout le monde a un coach sportif. Et ben dans les entreprises, on peut avoir aussi un coach pour être accompagné, pour pas être seul, pour prendre des décisions. Il faut vraiment pas avoir honte. Faites-vous accompagner, c'est le plus important pour réussir. Et voilà, je pense que avoir un conseiller Rivalis à ses côtés, plus un banquier, plus un expert comptable, vous êtes au top et c'est le quatuor gagnant pour réussir. C'est la pérennité assurée. C'est ça. Et donc du coup, voilà. Et puis demander un diagnostic, c'est gratuit. Donc n'hésitez vraiment pas à contacter un conseiller Rivalis. On vous accompagnera toujours pour vous aider. En tout cas, voilà, on a un petit peu dépassé. Donc juste savoir, est-ce que vous avez des questions juste pour finir? Bon, j'ai l'impression que si vous en aviez, vous les aurez posées directement. Et puis on va pas trop se dépasser parce qu'on on sait que les gens ont une vie aussi derrière, une soirée. Donc du coup pour l'instant j'ai pas de questions, mais après on est disponible. Un conseiller vous rappellera directement pour voir avec vous directement si vous avez des besoins. Vous allez recevoir le replay directement par mail dans 1 heure. Donc vous pourrez le revoir, reprendre toutes les informations qu'il vous faut. Et voilà, vous pouvez nous suivre sur tous les réseaux sociaux, ce soit Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter et YouTube. Vous pourrez suivre aussi l'actualité de nos conseillers de Rivalis et être au courant des prochains webinaires. Donc n'hésitez pas à revenir. Et puis en tout cas, merci beaucoup à Gérard et Caroline pour votre intervention. Merci pour votre écoute. Merci à tous de votre participation. Ah, alors attendez, j'ai juste une dernière petite question. On nous demande, peut-on changer de statut en cours d'exercice et combien cela coûte? Alors, on peut changer de statut en cours d'exercice, il n'y a pas de souci. Donc, si on est On peut se tromper. En société et qu'on veut redevenir travailleur indépendant, il faut passer par une phase de liquidation de la société. Et là, c'est bien compliqué de donner des coûts parce que ça dépend de ce qu'il y a dans la coquille, quoi. Voilà, il va falloir vider la coquille et là, il y a des opérations. Il y a d'abord une opération de liquidation et il y a 2 opérations. L'autre terme m'échappe, je ne sais pas si tu l'as en tête, Caroline. Non. Il y a deux phases, donc ça coûte plus cher. Mais en général, ce qui se passe souvent, c'est quand on est dans le cadre d'un statut de travailleur indépendant et qu'on veut passer en société. Dans ce cas-là, en général, on va faire soit une cession d'entreprise à la société, ce qui permet à la personne de récupérer de l'argent et de le faire financer par le biais de la société qu'elle va créer. Hein. Ou alors, on fait carrément un apport de l'entreprise à la société. Donc là, il y a des formalités. Alors, vous donner le coût des honoraires, je serais bien incapable de vous le donner parce que c'est en fonction de l'interlocuteur que vous aurez, de l'expert comptable, de l'avocat qui va faire la transaction. Et puis, ça dépend aussi surtout de ce qu'il y a dans l'entreprise. Après, pour le coût la création d'une entreprise, si vous passez par un cabinet d'expertise comptable ou un juriste, un avocat, pour faire une société, l'immatriculer au greffe du tribunal de commerce auprès de la chambre des métiers ou de la chambre de commerce selon l'activité, avec la parution dans un journal d'annonce légale, au maximum 1 500 €, c'est bouclé. Voilà. Après, on peut passer d'une phase de SARL à SAS, on peut revenir de l'un à l'autre sans problème. On peut passer dans une société du statut d'impôt sur le revenu au statut de l'impôt société, mais on ne peut pas revenir de l'impôt société à l'impôt sur le revenu. Voilà. Donc, je ne sais pas qui a posé la question, peut-être que je vous ai embrouillé encore un peu plus. C'était Ludovic qui a posé la question. C'était Ludovic qui a posé la question. Et il vient de dire génial, donc je pense que tu ne l'as pas perdu, je pense qu'il a compris. Et puis, s'il a besoin de m'appeler, il sait où trouver mon numéro de téléphone, donc ça va bien se passer.
C'est ça. Ton nom est Rivalis et c'est trouvé. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. On va vous libérer maintenant. On a dépassé un petit peu de 5 minutes, mais en tout cas, merci beaucoup à tous d'avoir été présents. Et merci à Gérard et Caroline pour votre intervention. C'était top. Merci, C'était un plaisir. à votre Bonne soirée disposition. à tous. Bonne soirée, merci beaucoup et à bientôt sur un prochain webinaire.